Je m'appelle Emma Arline et j'ai eu 16 ans au milieu d'une forêt du Colorado. Tenant une petite hachette rouillée, un téléphone mort, et une barre de céréales. Qui avait été jetée à mes pieds comme si j'étais un chien errant. Ce matin-là était censé être ma surprise d'anniversaire. C'est du moins ce qu'on m'avait dit quand nous avons chargé la glacière, les sacs de couchage, et les chaises pliantes bon marché dans la voiture avant le lever du soleil. Personne n'a chanté. Personne ne m'a tendu de carte. Tout le trajet semblait étrange, comme si tout le monde connaissait la fin, sauf moi. Quand nous sommes arrivés au camping, j'ai essayé de faire comme si c'était normal. J'ai aidé à porter le bois de chauffage, déballé la nourriture, et souri quand on m'a dit que ce voyage m'apprendrait quel genre de fille j'étais vraiment. Le lendemain matin, on m'a envoyé au-delà du sentier pour ramasser du meilleur bois. Je suis parti. Peut-être 40 minutes. En revenant, j'ai entendu des rires avant de voir la voiture. Puis j'ai entendu la phrase qui m'a glacé sur place. Si elle veut survivre, elle se débrouillera. Je suis sorti de derrière les arbres et tout le monde s'est tu. La tente était déjà pliée. Le coffre était ouvert. J'ai demandé si c'était une sorte de blague. Mon père m'a regardé comme si je le mettais dans l'embarras et a dit « Joyeux anniversaire ». Il est temps de grandir. J'ai essayé d'attraper mon sac à dos, mais il l'a retiré. Ma mère ne voulait pas me regarder dans les yeux. Les portières de la voiture ont claqué, le moteur a démarré, et alors qu'ils s'éloignaient, leurs rires ont résonné à travers les arbres pendant que je restais là, à attendre des feux de stop qui ne sont jamais revenus. Avant que je vous dise combien de temps je suis resté piégé là-bas. Et pourquoi ma mère est venue me supplier un an plus tard, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que la vérité ne les rattrape. Pendant les 10 premières minutes après la disparition de la voiture, j'ai honnêtement cru qu'ils allaient revenir. Je suis resté là, les mains tremblantes, à regarder la route de terre vide, attendant à nouveau le bruit des pneus crissant sur le gravier. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était un test d'anniversaire tordu, une blague cruelle qui se terminerait avec mon père sortant de la voiture et disant « Tu vois, tu as survécu 10 minutes. » Mais la forêt est restée silencieuse. Le seul bruit était le vent qui soufflait dans les pins et ma propre respiration qui s'accélérait. J'ai ramassé la barre de céréales que ma mère avait laissée par terre et je l'ai fixée comme si elle devait tout expliquer. Puis j'ai vérifié mon téléphone. 3% de batterie, pas de réseau. Je l'ai levé au-dessus de ma tête, j'ai tourné en rond, je me suis dirigé vers la route, puis je suis revenu vers le campement, et rien. Pas une seule barre. C'est là que la confusion a commencé à se transformer en peur. Je savais que le campement n'était pas loin, mais après avoir fait les 100 pas et essayé de suivre les traces de pneus, j'ai réalisé que j'avais déjà perdu la trace de la direction d'où il venait. Tout se ressemblait. De grands arbres, de la terre brune, des branches cassées, le foyer pour le feu, la table de pique-nique, le sentier qui se divisait en 2 plus petits chemins. J'avais 16 ans, pas une experte en survie. Mon père avait passé des années à me traiter de molle, de dramatique, de trop sensible, mais il ne m'avait jamais vraiment appris à survivre dans les bois. Il m'avait seulement appris à avoir peur de le décevoir. J'ai essayé de marcher dans la direction qui, je pensais, menait au parking, mais après 20 minutes, je me suis retrouvé devant la même bûche tombée que j'avais déjà passée. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne pouvait pas accepter ce qui se passait. Ma propre famille m'avait abandonné seul le jour de mon anniversaire. Enfin. D'après-midi, l'air a commencé à se rafraîchir. Je portais un jean, des baskets et un sweat à capuche, mais le temps au Colorado change vite quand le soleil se couche derrière les arbres. J'ai utilisé la hachette pour couper quelques
Petite branche, mais mes mains étaient maladroites et chaque bruit me faisait sursauter. Je croyais sans cesse entendre la voiture revenir. Je n'arrêtais pas de me retourner. Rien. J'ai mangé la moitié de la barre de céréales lentement. Même si je voulais l'avaler d'un coup. Je me suis dit que je devais en garder. Parce qu'il ne reviendrait peut-être pas avant le matin. Cette pensée m'a tordu l'estomac. Le matin. Je n'avais jamais passé une nuit seule dehors de ma vie. Quand il a fait nuit, la forêt est devenue quelque chose de complètement différent. Pendant la journée, ce n'était que des arbres, de la terre et de la lumière du soleil. La nuit, elle semblait vivante. Des branches ont craqué. Quelque part derrière moi. Quelque chose de petit a bougé dans les feuilles. Un hibou a crié une fois, et j'ai failli laisser tomber la hachette. J'ai trouvé un espace près d'un gros rocher, j'ai rassemblé des branches mortes autour de moi. Comme si cela pouvait me protéger, et je me suis recroquevillé, les genoux contre ma poitrine. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je revoyais sans cesse le visage de ma mère à travers la vitre de la voiture. Elle a regardé en arrière une fois. Je sais qu'elle l'a fait, mais elle n'a pas ouvert la porte. Elle ne lui a pas dit de s'arrêter. Elle n'a appelé personne. Le lendemain matin, je me suis réveillé raide, gelé, et en colère d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon téléphone était mort. Le dernier morceau de la barre de céréales avait disparu avant midi. J'ai marché jusqu'à en avoir mal aux pieds, suivant tout ce qui ressemblait à un sentier. 2 fois, j'ai cru entendre des voix, mais ce n'était que le vent. J'ai trouvé un petit ruisseau et j'ai regardé l'eau pendant longtemps, car je savais que boire était risqué. Mais avoir soif était pire. J'ai bu quand même. L'eau était si froide qu'elle me faisait mal aux dents. J'ai continué à bouger, parce que rester immobile me donnait l'impression d'abandonner. Toutes les quelques minutes, je criais à l'aide. Ma voix s'affaiblissait à chaque fois. La deuxième nuit, j'ai arrêté de penser aux bougies d'anniversaire et j'ai commencé à me demander si quelqu'un à l'école demanderait où j'étais lundi. Est-ce que mes professeurs appelleraient à la maison? Est-ce que mes parents leur diraient que je m'étais enfui? Est-ce que les gens les croiraient? La réponse me faisait peur, car mon père était doué pour paraître raisonnable. Il pouvait faire en sorte que tout soit de ma faute. Le 3e jour, j'étais prise de vertige. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. J'avais des égratignures sur les bras, de la boue sur mon jean, et ma gorge était si sèche que je pouvais à peine parler. Je me souviens m'être appuyé contre un arbre en pensant que si je m'asseyais, je ne pourrais peut-être pas me relever. Puis j'ai entendu un enfant rire, pas le rire de ma famille, un vrai, quelque part devant moi. Je me suis forcé à avancer vers ce son. Je suis sorti des arbres et j'ai vu une famille près d'un petit campement, une femme versant de l'eau dans une tasse en métal, un homme installant un réchaud de camping, 2 enfants se disputant un sac de guimauve. Ils se sont tous figés en me voyant. Je devais avoir l'air sauvage. J'ai essayé de dire « à l'aide », mais ma voix s'est brisée. La femme a couru vers moi là. Première. Elle a enroulé une veste autour de mes épaules et m'a demandé où étaient mes parents. J'ai dit « ils m'ont laissé ici ». Elle a cru que je m'étais perdu. J'ai secoué la tête et j'ai dit « non, ils sont partis en voiture exprès ». Le visage de l'homme a changé. Il m'a donné de l'eau. Lentement, par petites gorgées, et n'arrêtait pas de me demander si je connaissais mon nom, mon âge, d'où je venais. Je lui ai dit que je m'appelais Emma Arline. Je lui ai dit que je venais d'avoir 16 ans. Je lui ai dit que mon père avait dit que si je voulais survivre, je me débrouillerais. Après ça, personne n'a parlé pendant quelques secondes. Ils m'ont emmené à un poste de garde forestier et un garde a d'abord appelé mes parents.
Pas de réponse. Puis, il a appelé le contact d'urgence figurant sur un ancien dossier scolaire. Je me suis souvenu de ma grand-mère Rachel à Denver. Quand elle est arrivée, elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé ce que j'avais fait pour mériter ça. Elle m'a juste regardé comme si son cœur s'était brisé en deux, a enlevé son manteau, l'a enroulé autour de moi et a dit, tu es en sécurité maintenant. Je voulais croire qu'être retrouvé signifiait que le cauchemar était terminé. Je n'avais aucune idée que survivre à la forêt n'était que la première partie de la découverte de ce que ma famille m'avait vraiment fait. Ma grand-mère m'a ramené à Denver dans un silence complet pendant près de 20 minutes. J'étais assis sur le siège passager, enveloppé dans son manteau, tenant une bouteille d'eau à deux mains parce que mes doigts ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Chaque fois qu'une voiture nous dépassait, je sursautais. Je m'attendais à voir le camion de mon père derrière nous, en colère que quelqu'un m'ait trouvé avant qu'il ne soit prêt. Quand ma grand-mère a finalement parlé, sa voix était basse et prudente, elle m'a posé une seule question. Est-ce qu'ils t'ont laissé là exprès? J'ai dit oui. Elle s'est garée sur le bas-côté, a mis la voiture au point mort, et a couvert sa bouche d'une main. Elle n'a pas dit que mon père ne ferait jamais ça. Elle n'a pas dit qu'il devait y avoir une autre version. Elle m'a cru, et cela m'a presque fait pleurer plus fort que d'avoir été abandonné. Chez elle, elle m'a fait de la soupe, m'a donné des vêtements propres, et m'a dit que je pouvais dormir dans la chambre d'amis aussi longtemps que je le voudrais. Cette première nuit, j'ai dormi avec la lampe allumée. Pendant des semaines, je ne pouvais pas supporter l'obscurité totale. Je me réveillais en entendant des pneus sur le gravier ou des rires à travers les arbres. Les jours suivants ont été un tourbillon d'appels téléphoniques, de paperasses, et d'adultes parlant d'une voix précautionneuse. Mes parents ne sont pas venus me chercher. Mon père n'a pas appelé pour s'excuser. Ma mère a envoyé un seul message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, disant, tout le monde avait besoin de temps pour se calmer. Se calmer, comme si j'avais claqué une porte. Après une dispute, comme si je n'avais pas passé 3 jours perdus, affamé, et terrifié parce qu'ils avaient décidé que mon anniversaire devait être une leçon. Ma grand-mère voulait pousser plus loin sur le plan légal, mais j'avais peur. Je sais que cela peut paraître étrange, mais quand on grandit avec quelqu'un comme mon père, la peur ne disparaît pas simplement parce qu'on quitte la maison. Elle vit dans votre corps. Elle vous dit de rester silencieux pour que les choses n'empirent pas. Alors, j'ai changé d'école. Je suis resté avec ma grand-mère. J'ai arrêté de répondre à tout numéro que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas retourné chercher mes vêtements, mes vieux cahiers, ou la carte d'anniversaire que j'avais secrètement espéré trouver quelque part. Rien ne m'attendait. Dans ma nouvelle école, les gens pensaient que j'étais timide. Ils ne savaient pas que je mesurais chaque pièce pour trouver les sorties. Ils ne savaient pas que je sursautais chaque fois qu'un homme élevait la voix. Ils ne savaient pas que je détestais le mot « forte » parce que mon père l'avait utilisé comme une arme. Ma conseillère m'a suggéré de rejoindre un club, quelque chose qui me ferait me sentir à nouveau connecté. J'ai failli rire en voyant le dépliant du club de plein air sur le tableau d'affichage. Randonnée, carte. Premier secours, sécurité incendie. Je voulais l'arracher. Au lieu de ça, je me suis inscrite. À la première réunion, j'ai failli partir. Puis l'instructrice, une femme à la voix douce avec des cheveux gris et des bottes boueuses, a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La survie, ce n'est pas prouver que vous n'avez peur de rien. C'est savoir quand demander de l'aide et comment faire. De bons choix quand vous avez peur. Je suis resté assise là, les mains jointes sur mes genoux, essayant de ne pas pleurer. C'était la première fois que quelqu'un associait la survie à la sagesse plutôt qu'à la cruauté. J'ai appris à
lire les balises de sentier, à porter un sifflet, à filtrer l'eau, à dire à quelqu'un votre itinéraire avant de partir. Chaque leçon me mettait plus en colère, parce que rien de tout cela ne ressemblait à ce que mon père avait fait. Il ne m'avait pas appris la survie. Il m'avait abandonné et avait appelé ça de l'éducation. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une petite librairie indépendante à Denver. Ça sentait le papier, le café, et la poussière de la meilleure façon qui soit. La propriétaire m'a laissé organiser la section pour jeunes adultes pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti utile sans avoir peur. Je me suis fait quelques amis. Pas beaucoup, mais assez. J'ai recommencé à rire, doucement au début. Puis, pour de vrai. Ma grand-mère ne m'a jamais poussé à pardonner à qui que ce soit. Elle m'a seulement dit que guérir ne signifiait pas faire comme si cela n'était jamais arrivé. Parfois, mon frère Jordan m'envoyait un message vide, puis le supprimait. Une fois, il a envoyé un mème et a écrit « J'espère que tu vas bien ». Je l'ai fixé pendant 1 heure et je n'ai pas répondu. Il était dans la voiture ce jour-là. Il n'avait que 14 ans, et une partie de moi savait qu'il était un enfant, lui aussi. Mais une autre partie de moi se souvenait de son visage tourné vers la fenêtre pendant que j'étais dehors, les suppliant de s'arrêter. Ma mère a essayé plusieurs fois depuis de nouveaux numéros. J'ai bloqué chacun d'eux. Mon père n'a jamais cherché à me contacter directement. Ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Une année entière s'est écoulée. Ainsi. J'ai eu 17 ans sans fête, mais ma grand-mère a mis une bougie dans un cupcake et s'est assise à côté de moi à la table de la cuisine. Je n'ai pas fait de vœux. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà survécu à la chose qui était censée me briser. Je pensais que le passé perdait enfin son emprise. Puis, un après-midi, alors que je rangeais des livres près de la vitrine, j'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère debout sur le trottoir, devant le magasin. Ses cheveux semblaient plus fins. Son visage paraissait plus vieux. Ses yeux étaient rouges. Comme si elle avait pleuré pendant des heures. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Elle a poussé la porte, m'a regardé droit dans les yeux et a chuchoté, « Emma, s'il te plaît. Tu dois sauver ton père. » Je n'ai pas bougé. Au début. Je suis juste resté là, une pile de livres de poche dans les bras, à regarder la femme qui avait vu une voiture s'éloigner de moi 1 an plus tôt. Les clients ont tourné la tête, parce que la cloche au-dessus de la porte avait sonné trop fort, et ma mère pleurait déjà avant même d'atteindre le comptoir. Elle a répété mon nom comme si elle avait encore le droit de le faire paraître petit. « Emma, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » J'ai posé les livres lentement et lui ai dit, « Pas ici. » Ma voix semblait plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Elle a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé. Ce petit mouvement a fait se décomposer son visage, comme si j'avais fait quelque chose de cruel. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle semblait choquée que je ne veuille pas être touché par la personne qui m'avait laissé dans les bois. Je suis sorti et elle m'a suivi. Sur le côté du bâtiment, près de l'allée où les employés prenaient leur pause. Dès que nous avons été seuls, elle s'est mise à parler trop vite. Elle a dit qu'elle m'avait cherché, que ma grand-mère ne voulait pas coopérer, qu'elle m'avait manqué chaque jour. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle arrive. Enfin à la vraie raison de sa présence. Mon père s'était effondré au travail. Hypertension, douleur thoracique, stress, peut-être quelque chose de pire. Son entreprise s'effondrait. Il avait perdu des clients, manqué des paiements, et était en retard sur le loyer du garde-meuble où il stockait son matériel de paysagisme. Elle a dit qu'il ne dormait plus. Il n'arrêtait pas de prononcer mon nom.
Il parlait sans cesse de ce voyage. Elle a dit qu'il avait besoin de paix. Et que la seule personne qui pouvait la lui donner, c'était moi. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai demandé, est-ce qu'il veut me voir parce qu'il m'aime ou parce qu'il a enfin besoin de quelque chose de moi? Elle a scié comme si la question l'avait giflé. Elle a dit que ce n'était pas comme ça. Elle a dit qu'il était désolé, à sa manière. Cette phrase a failli me faire perdre le contrôle. À sa manière. Les gens disent toujours ça quand quelqu'un est trop fier pour s'excuser vraiment. J'ai demandé si sa manière incluait d'appeler la police après avoir laissé sa fille seule dans une forêt domaniale. Elle a baissé les yeux. J'ai demandé si sa manière incluait de revenir avant la nuit. Elle s'est mise à pleurer plus fort. J'ai demandé si sa manière incluait de dire la vérité après, au lieu de laisser les gens penser que j'avais choisi de rester à l'écart. Elle a couvert sa bouche et a chuchoté qu'il pensait que je retrouverais mon chemin en quelques heures. Il pensait que je devais m'endurcir. Il pensait que je le remercierais un jour. J'ai dit, j'avais 16 ans. C'était mon anniversaire. J'ai été perdu pendant 3 jours. Elle a dit qu'elle le savait. J'ai dit, non, tu ne sais pas. Tu étais dans la voiture. Tu avais du chauffage, de la nourriture, un chargeur, un moyen de sortir. J'avais un téléphone mort et une hachette. Elle a dit qu'elle voulait l'arrêter. Elle a dit qu'elle avait peur. Je me suis penché plus près et j'ai dit, tu n'avais pas trop peur pour rire. Ça l'a fait taire. Son visage a changé, car elle savait que je m'en souvenais. Peut-être avait-elle passé un an à se dire qu'elle n'avait fait que pleurer, que détourner le regard, qu'obéir aux ordres. Mais je l'avais entendu ce jour-là. Ce n'était pas un grand rire comme le sien. C'était un rire nerveux, faible, laid. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils essaient de survivre à la cruauté de quelqu'un d'autre en s'y joignant. Cela ne le rendait pas inoffensif. Elle a commencé à dire qu'elle était désolée, encore. Et encore. Mais chaque excuse se transformait en une demande. Viens à l'hôpital. Laisse-le juste te voir. Dis-lui que tu lui pardonnes. Il a besoin d'une raison pour continuer à se battre. Je lui ai demandé quelle raison on m'avait donnée pour continuer à me battre dans la forêt. Elle n'a pas eu de réponse. Puis elle a dit quelque chose qui m'a montré exactement pourquoi elle était vraiment venue. Elle a dit, s'il perd l'entreprise, nous perdons tout. Voilà. Pas un. Je veux savoir si ma fille va bien. Pas un, j'aurais dû te protéger. Pas un, je t'ai laissé tomber. Elle avait besoin de moi parce que l'homme qui m'avait abandonné avait enfin peur d'être abandonné par tout le monde. Je l'ai regardée et pendant une seconde étrange, j'ai vu à quel point elle était petite. Pas innocente, petite, une femme qui avait passé des années à se cacher derrière la peur jusqu'à ce que la peur devienne son excuse pour tout. J'ai pensé à la fille que j'étais un an plus tôt, debout dans la terre, encore prête à pardonner. Si seulement quelqu'un avait fait demi-tour. Si ma mère avait ouvert la porte ce jour-là, je serais monté. Si elle avait appelé le poste de garde avant le coucher du soleil, j'aurais cru qu'elle s'en souciait. Si elle s'était présentée le lendemain matin, je me serais peut-être laissé prendre dans ses bras. Mais elle avait attendu que mon père ait besoin d'être sauvé. Alors j'ai souri, non. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que la réponse était enfin facile. J'ai dit, il y a un an, j'aurais dit oui. Mais pas maintenant. Elle a murmuré mon nom comme un avertissement. Je lui ai dit de partir avant que j'appelle quelqu'un. Elle est restée là à pleurer pendant que je retournais à l'intérieur. Mes mains ont tremblé pendant le reste de mon service. Mais je n'ai pas pleuré. Pas avant plus tard. Pas avant d'être rentré à la maison, de m'être enfermé dans la salle de bain,
et d'avoir réalisé que dire non ne m'avait pas rendu cruel. Ça m'avait rendu libre. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. Ma mère m'avait trouvé une fois, et maintenant qu'elle savait où je travaillais, elle n'allait pas disparaître tranquillement. Le premier message est arrivé cette nuit-là. Il était long, plein de mots comme regret, famille, guérison et pardon. Elle a écrit que mon père avait été élevé à la dure, que sa propre enfance l'avait endommagé, qu'il ne comprenait pas à quel point la forêt était vraiment dangereuse. J'ai lu cette phrase 3 fois. Il ne comprenait pas. Mon père possédait des cartes de sentier, du matériel de camping, un camion à 4 roues motrices, et une entreprise qui travaillait en extérieur. La moitié de l'année. Il comprenait beaucoup de choses. Il pensait juste que ma peur était utile. J'ai supprimé le message. Le lendemain matin, il y avait 4 appels manqués de numéros inconnus. À midi, ma grand-mère en avait reçu un aussi. Puis, le propriétaire de la librairie m'a prise à part et m'a dit qu'une femme, prétendant être ma mère, avait appelé le magasin pour demander mes horaires, car il y avait une urgence familiale. Mon corps tout entier s'est glacé. C'est là que j'ai réalisé que ma mère n'essayait pas de renouer le contact. Elle essayait de me coincer. Je l'ai appelée depuis le bureau de la librairie, avec mon manager à côté. À la seconde où elle a répondu, elle s'est remise à pleurer. Je lui ai dit très clairement que si elle contactait mon lieu de travail une fois de plus, je le signalerais comme du harcèlement. Elle a dit que j'étais sans cœur. J'ai dit, non, je suis clair. Elle a dit que l'état de mon père empirait, que les médecins lui avaient dit que le stress pouvait tout rendre plus dangereux, qu'il n'arrêtait pas de demander après moi. J'ai demandé s'il avait demandé après moi quand j'étais porté disparu. Silence. J'ai demandé si l'un d'eux avait appelé un garde forestier cette première nuit. Encore le silence. Puis j'ai posé la question que je portais en moi depuis un an. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens quand je ne suis pas rentré à la maison? Elle a dit qu'ils avaient raconté aux voisins que je restais chez ma grand-mère après une dispute. Une dispute. J'avais disparu dans les bois et il avait transformé ça en un problème d'attitude d'adolescente. J'ai senti quelque chose en moi se figer, non pas devenir engourdi, mais se concentrer. Elle a essayé d'expliquer que c'était mon père qui avait pris la décision. Qu'elle ne savait pas comment lui tenir tête, que Jordan avait peur, que tout était devenu hors de contrôle. Mais chaque phrase se terminait au même endroit. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, pardonne-lui. S'il te plaît, aide-nous à garder l'entreprise. S'il te plaît, ne laisse pas cela détruire la famille. Je lui ai dit que la famille avait été détruite au moment où ils étaient partis. Elle a dit, je ne comprenais pas ce qu'était la vie d'adulte. Les factures. La pression, le mariage, la peur, la réputation. J'ai presque eu du mal à croire qu'elle avait dit réputation. Mon père avait laissé sa fille dans la forêt, et elle s'inquiétait de ce que les gens penseraient s'ils savaient. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le bureau pendant un long moment. Mon manager m'a demandé si je voulais rentrer chez moi. J'ai dit non. J'avais besoin de finir mon service, parce que finir des choses normales me donnait un sentiment de contrôle. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la ville où j'avais grandi. À toutes les personnes qui voyaient probablement encore mon père comme un homme dur mais respectable. Il avait toujours été doué pour ça. Au barbecue de l'église, il portait les tables pliantes. Aux fêtes de quartier, il racontait des blagues. Avec les clients, il jouait le rôle du petit entrepreneur travailleur qui croyait simplement que les jeunes avaient besoin de discipline. Les hommes comme lui survivent parce que les gens confondent la confiance avec le caractère. Au début, je ne voulais pas me venger. Je veux être honnête à ce sujet. Je voulais
De la distance. Je voulais du calme. Je voulais ma vie à Denver avec ma grand-mère, mon travail, mes cours, mon club de plein air, mes petites routines. Qui me faisaient me sentir en sécurité. Mais ma mère ne voulait pas me laisser tranquille. Elle a envoyé un message à une ancienne camarade de classe. Elle a contacté un ancien professeur. Elle a même envoyé mon frère Jordan me texter. Papa pourrait mourir, et tu t'en fiches. Celui-là m'a fait mal. J'ai regardé son message pendant un long moment avant de répondre. Je m'en souciais quand je suppliais depuis l'extérieur de la voiture. Et toi? Il n'a pas répondu. Le lendemain, ma mère a envoyé un autre message depuis une nouvelle adresse email. Elle a dit, si les gens découvrent la vérité, ton père ne s'en remettra jamais. J'ai lu cette ligne et j'ai enfin compris quel pouvoir j'avais. Pas des mensonges, pas des menaces, rien d'illégal, juste la vérité. La chose qu'il avait cachée pendant un an était plus forte que toutes les excuses qu'il avait construites autour. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables. J'ai écrit l'histoire depuis le début. J'ai écrit sur mon 16e anniversaire, le voyage de camping, la phrase que mon père a dite, la voiture qui part, les 3 jours, le poste de garde forestier, ma grand-mère, et l'année de silence qui a suivi. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai rien ajouté qui ne se soit pas passé. Avant de publier, je suis resté assise là pendant près d'une heure, à regarder l'écran. Une partie de moi était encore cette fille dans la forêt, effrayée de le mettre en colère. Puis je me suis souvenu de ce que mon instructrice de plein air avait dit. La survie, c'est savoir quand demander de l'aide. Peut-être que dire la vérité était une autre forme d'aide. Peut-être que c'était l'aide que j'aurais dû recevoir un an plus tôt. Alors, j'ai copié le message dans le groupe Facebook local de mon ancienne ville. Ensuite, je l'ai publié sur Nextdoor. Puis, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attendu que le passé cesse d'être un secret. Au début, rien ne s'est passé. Pendant 10 minutes, il n'y a eu aucun commentaire, aucune réaction, aucun message. J'ai commencé à me sentir ridicule, comme si j'avais jeté ma douleur sur Internet et que personne ne s'en souciait. Puis, une notification est apparue. Une femme dont je me souvenais à peine de notre quartier a écrit, « Attendez, est-ce que ça parle de Rick Arline ?» Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le nom de mon père à l'écran. Je ne l'avais pas écrit dans la première ligne. Je l'avais seulement inclus plus tard, car je refusais de le protéger par le flou. Un deuxième commentaire est venu de quelqu'un qui a dit qu'il avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos de mon père. Puis une autre personne a dit qu'elle se souvenait que mes parents étaient revenus d'un voyage de camping sans moi, et qu'ils avaient prétendu que je restais chez ma grand-mère parce que j'étais difficile. Ce commentaire m'a glacé les mains. Quelqu'un se souvenait, quelqu'un avait vu le mensonge de l'extérieur. En moins d'une heure, la publication s'était propagée dans le groupe de la ville. Les gens ont commencé à se taguer les uns les autres. Certains étaient horrifiés. D'autres étaient sceptiques. Quelques-uns ont dit que les affaires de famille devaient rester privées, ce qui m'a tout dit sur la façon dont les gens protègent les agresseurs sans même s'en rendre compte. Puis, d'anciens clients ont commencé à prendre la parole. Une femme a dit que mon père avait crié sur son mari pour une erreur de facturation. Une autre a dit que son équipe de paysagistes avait endommagé sa clôture et qu'il l'avait blâmé d'avoir une vieille clôture. Un ancien employé a écrit que mon père aimait traiter les jeunes travailleurs de faibles, de paresseux, d'inutiles, tous ceux qui le faisaient se sentir plus grand. Aucun de ces commentaires ne venait de moi. C'était important. J'avais ouvert la porte, mais c'est le propre comportement de mon père qui l'a franchi. Le lendemain matin, la publication avait des
Centaines de commentaires. Ma mère a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Ma grand-mère est entrée dans la cuisine, son téléphone à la main, et m'a demandé si j'étais prête pour ce que cela pourrait devenir. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que j'en avais fini de porter leur secret pour eux. Vers midi, mon père a commis sa première erreur. Il a commenté depuis son compte personnel. Il a écrit que les enfants gâtés aiment transformer la discipline en abus. Qu'il avait fait ce que tout vrai parent ferait pour enseigner la résilience à un enfant trop tendre. J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. On lui avait donné une chance de nier, de s'excuser, d'expliquer quoi que ce soit. Au lieu de cela, il a confirmé le cœur de l'histoire devant tout le monde. Les réponses ont explosé. Les gens ont demandé s'il admettait avoir laissé une mineure dans la forêt. Il a répondu que j'étais assez grande pour apprendre. Quelqu'un a demandé pourquoi il n'avait pas appelé un garde forestier. Il a dit: aujourd'hui, les gens appellent les autorités pour tout parce qu'ils n'ont pas de cran. Quelqu'un d'autre a demandé s'il ferait la même chose à l'enfant d'un client. Il a cessé de répondre pendant un moment. Puis, il a publié sur la page de son entreprise un message sur la cancel culture, la jeunesse irrespectueuse, et les gens qui essaient de détruire les hommes qui travaillent dur. C'était sa deuxième erreur. Les clients qui n'avaient même pas vu ma publication originale ont maintenant vu sa tirade. Un centre communautaire local a commenté qu'ils allaient réexaminer leur contrat d'entretien. Un groupe paroissial a discrètement retiré son entreprise de leur liste de fournisseurs recommandés. Un parent d'élève a publié des captures d'écran et a demandé pourquoi quelqu'un embaucherait un homme qui pensait qu'abandonner une adolescente était de la discipline. À la fin de la semaine, ses avis Google avaient complètement changé. Certaines personnes ont laissé des commentaires furieux, ce que je n'avais ni demandé ni encouragé, mais beaucoup étaient de vrais clients, racontant enfin la vérité sur la façon dont ils les traitaient. Impolis, peu fiables, agressifs, rejetant la faute sur tout le monde, ne respectant pas les accords. Mon père a essayé de contester chaque avis, et chaque réponse le faisait paraître pire. Il a traité un client de malhonnête. Il en a traité un autre de privilégié. Il a écrit en majuscule sous un avis, les gens sont trop mous. Cette capture d'écran s'est alors répandue partout. Ma mère a finalement laissé un message vocal si brisé que j'ai presque eu pitié d'elle. Elle a dit que l'entreprise avait perdu 3 gros contrats en 2 jours. Elle a dit que mon père avait jeté son téléphone contre le mur. Elle a dit qu'il avait de nouveau des douleurs à la poitrine. Puis elle a dit, Emma, s'il te plaît, retire simplement la publication. Tu as fait valoir ton point de vue. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Je n'avais pas fait valoir mon point de vue. Il avait fait valoir le mien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait travaillé pour lui l'été précédent. Il m'a envoyé des captures d'écran de vieux textos où mon père le traitait d'inutile pour avoir demandé à partir plus tôt lors d'une urgence familiale. Une autre personne a envoyé une photo d'un projet de jardin inachevé que mon père avait abandonné après avoir reçu un acompte. Je n'ai pas tout publié. Je n'essayais pas de créer un cirque. Mais quand les gens ont demandé si mon histoire était vraie, j'ai mis en ligne une photo des documents du poste de garde forestier que ma grand-mère avait gardé. J'ai flouté les détails privés. La date était là. Mon nom était là. Le rapport indiquait que j'avais été retrouvé déshydraté et séparé de ma famille après un voyage de camping. C'était suffisant. Le ton des commentaires a changé après ça. Le doute s'est transformé en dégoût. Même les gens qui n'aimaient pas les drames publics ont commencé à dire qu'il n'y avait aucune excuse. Puis, mon père m'a appelé. Je ne connaissais pas le numéro, alors je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale.
Sa voix ne ressemblait en rien à celle de l'homme de la forêt. Elle était rauque, fatiguée, presque tremblante. Il a dit, Emma, ça a assez duré. Puis il a fait une pause. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment s'excuser. Au lieu de cela, il a dit. Tu es en train de ruiner ma vie pour une seule erreur. Une seule erreur. J'ai failli jeter le téléphone à travers la pièce. Non pas parce que j'étais choqué. Mais parce que même en suppliant, il avait encore besoin de réduire ce qu'il avait fait à quelque chose d'assez petit pour survivre. Il a continué à parler. Il a dit qu'il avait voulu que je sois forte. Il a dit que son propre père avait fait pire. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que je serais parti si longtemps. Puis sa voix s'est brisée et il a dit, s'il te plaît, je suis en train de tout perdre. Je suis resté assise sur mon lit à l'écouter respirer. Dans le silence. Pour la première fois, il avait l'air d'avoir peur. Pas désolé? Effrayé. Il y a une différence. Je ne l'ai pas rappelé. À ce moment-là, le téléphone de l'entreprise ne répondait plus. Les gens publiaient que son bureau était fermé pendant les heures normales. Le propriétaire du garde-meuble a laissé un avis sur la porte. Un de ses camions a disparu de l'allée. Probablement vendu ou saisi. Jordan m'a envoyé un message une fois. Il a écrit. Tout le monde à l'école est au courant. J'ai répondu, ils sont au courant. Parce qu'il l'a fait. Cette fois, il a répondu, je sais. C'était la première chose honnête que quelqu'un dans cette maison m'avait dite en un an. Ma mère a envoyé un dernier email cette semaine-là. Elle a dit que j'avais détruit la famille. J'ai répondu par une seule phrase. Non, maman. J'ai survécu à ce qui l'a détruite. Puis je l'ai bloquée, elle aussi. Je pensais que la vengeance serait quelque chose de bruyant, comme crier ou briser quelque chose. Ce n'était pas le cas. C'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui avait été pleine de fumée pendant des années. Je pouvais enfin respirer, et mon père, qui avait passé toute sa vie à contrôler l'histoire, devait se tenir à l'air libre où tout le monde pouvait le voir. L'entreprise a fermé 2 semaines plus tard. Il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire au début, juste une porte verrouillée, une ligne téléphonique coupée, et une pancarte manuscrite collée sur la vitre disant que les opérations étaient temporairement suspendues. Tout le monde savait ce que, temporairement, signifiait. Mon père avait perdu le contrat du centre communautaire, 2 comptes d'aménagement paysager à long terme, et le contrat d'entretien de l'école dont il se vantait depuis des années. La ville qui le traitait autrefois comme un père de famille travailleur a commencé à le traiter comme un avertissement. Les gens ont cessé de lui faire signe aux stations-service. Des clients qu'il connaissait depuis des années traversaient la rue au lieu de lui parler. Cela peut sembler anodin, mais pour un homme comme mon père, la réputation était de l'oxygène. Sans elle, il ne savait plus comment respirer. Ma grand-mère a appris d'une ancienne voisine que mes parents vendaient la maison. Trop de dettes, trop de factures médicales. Trop de contrats annulés. Mon père a emménagé dans une chambre d'amis au-dessus du garage d'un ami. Ma mère est restée chez une cousine pendant un certain temps, puis a trouvé un appartement bon marché en dehors de la ville. Leur mariage n'a pas survécu aux conséquences. Je ne pense pas qu'il ait jamais été solide. Il était juste silencieux, et les gens confondent tout le temps le silence avec la paix. Jordan a finalement demandé à ma grand-mère s'il pouvait venir à Denver pour un week-end. J'ai dit que je n'étais pas prête à le voir. Mais je ne l'en ai pas empêché. Il n'était encore qu'un enfant quand c'est arrivé. Et je suis encore en train de comprendre à quoi ressemble le pardon. Quand quelqu'un était à la fois présent et impuissant. C'est la partie compliquée dont les gens ne veulent pas toujours parler. La douleur ne classe pas tout le monde dans des boîtes bien nettes. Mon père était celui qui a fait le choix
Ma mère était celle qui l'a permis. Mon frère était celui qui a détourné le regard. Ils m'ont tous fait du mal différemment. Ils n'obtiendront pas tous la même réponse de ma part. Un mois après la fermeture de l'entreprise, une lettre est arrivée chez ma grand-mère. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu son écriture avant même de l'ouvrir. Les mots étaient prudents, comme si quelqu'un lui avait dit à quoi des excuses étaient censées ressembler. Il a écrit qu'il regrettait de m'avoir laissé. Il a écrit qu'il avait eu tort. Il a écrit que son père avait brisé quelque chose en lui et qu'il m'avait transmis cette chose brisée. Cette ligne m'a fait m'arrêter. Pour la première fois, il l'avait nommé correctement. Pas la force, pas la discipline, la brisure. Mais ensuite, vers la fin, il a écrit « J'espère qu'un jour tu comprendras, et que j'essayais de te préparer pour le monde. » J'ai plié la lettre à cet endroit précis. C'était la limite. Même dans ses excuses, il voulait encore un petit coin de l'histoire où il pourrait être le professeur et moi la leçon. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai jamais répondu. Quelques personnes m'ont dit que je devrais me sentir coupable parce qu'il a fini par retourner à l'hôpital à cause du stress. Je ne lui souhaite pas d'être malade. Je ne me réjouis pas que quelqu'un soit dans un lit d'hôpital. Mais je sais aussi ceci. J'avais 16 ans. Quand j'avais faim, froid, et que j'étais perdu. Et personne de cette maison n'est venu me chercher. J'étais une enfant, et ils ont qualifié ma peur de faiblesse. Il est un adulte, et maintenant les gens veulent qualifier ses conséquences de tragédie. Je ne porterai plus ce double standard. La vieille Hachette est toujours dans mon placard. Ma grand-mère voulait la jeter, mais je l'ai gardée. Pas parce que ce jour me manque, pas parce que je veux me souvenir de la peur. Je la garde parce qu'elle me rappelle que je suis sorti d'une forêt où ma propre famille m'avait abandonné. Elle me rappelle que la pire chose qu'il m'ait faite n'est pas devenue ma fin. Pendant longtemps, j'ai pensé que guérir signifiait que je devais leur pardonner. Maintenant, je comprends que guérir peut aussi signifier dire la vérité, fixer une limite, et refuser de retourner vers les gens qui ne vous regrettent que lorsqu'ils ont besoin de vous. Il y a une leçon là-dedans et j'espère que quiconque écoute l'entend. Vraiment. La famille ne devrait jamais utiliser l'amour comme un déguisement pour la cruauté. Les parents sont censés protéger leurs enfants, pas tester la quantité de peur qu'ils peuvent supporter. Et quand quelqu'un vous blesse profondément, le pardon n'est pas une dette que vous lui devez simplement parce qu'il regrette enfin les conséquences. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de construire une vie paisible, loin des gens qui vous ont appris la douleur. J'ai 17 ans maintenant. J'ai encore peur parfois. Je déteste toujours le bruit des pneus sur le gravier. Mais je fais aussi de la randonnée avec des gens en qui j'ai confiance. J'emporte de l'eau. Je porte un sifflet. Je dis à quelqu'un où je vais. J'ai appris la survie par la gentillesse, pas par la cruauté. Et si mon père se demande un jour si sa leçon a fonctionné, voici la réponse. Oui, je me suis débrouillé. J'ai compris comment vivre sans lui. J'ai compris comment arrêter de protéger son image. J'ai compris qu'être forte ne signifie pas retourner vers les gens qui vous ont abandonné. Cela signifie savoir que vous méritez d'être sauvé, en premier lieu. Alors, dites-moi honnêtement, si les gens qui vous ont abandonné ne revenaient qu'après avoir tout perdu, leur pardonneriez-vous ou choisiriez-vous la paix plutôt que le sang? Laissez votre réponse dans les commentaires, car je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir dû survivre à une famille qui appelait la cruauté de l'amour.